Bonjour et bienvenue sur votre émission Week Eco. Définie comme l'abus de la fonction publique pour des gains privés, la corruption est depuis longtemps perçue comme l'un des grands obstacles au développement économique et social. Fort heureusement, au Bénin, les efforts en matière de lutte contre ce fléau commencent à porter leurs fruits. Le Bénin intègre désormais le top 10 du continent en pointant à la 8e place selon l'indice de perception de la corruption 2022 publié par Transparency International. Quelles sont les causes qui motivent ce classement et que faire pour l'améliorer? C'est le sujet au cœur du décryptage avec les confrères. Et on parle sécurité routière dans la seconde partie de cette émission. Depuis plusieurs mois déjà, de nouveaux horaires de circulation ont été fixés pour les véhicules dits poids lourds. Malheureusement, ces horaires ne sont pas toujours respectés par les conducteurs de ces engins. Pire, ces derniers stationnent anarchiquement sur nos routes. On va revisiter cette décision ainsi que les sanctions qui vont avec le non-respect de cette décision avec un invité qui nous vient tout droit du CNSR. Ainsi donc se résume Week Eco de ce jour. On va marquer sans plus tarder le premier arrêt. C'est le mini-journal, une présentation de Nadège Omolade Sani. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal sur Week Eco. C'est depuis la nuit des temps que cette pratique se développe. L'automédication est une pratique qui consiste à s'improviser médecin afin de se soigner soi-même lorsqu'on est malade. Et bien que cette façon de faire peut sembler des fois efficace, elle n'est pas sans danger pour la santé. À quoi s'expose-t-on en cas d'automédication? Élément de réponse dans ce reportage de Cédric Soussoagbo et Ulvaïus Balogun. Prendre un comprimé pour atténuer un mal de tête ou une soudaine douleur est aujourd'hui ancré dans les habitudes quotidiennes. De sorte que dans presque chaque famille, il n'est pas surprenant de voir une boîte ou armoire à pharmacie avec des médicaments précédemment prescrits. C'est une échappatoire la plupart du temps, parce que parfois on y est contraint. Avant, avec 10 000 francs, quand l'enfant fait le paludisme, on avait le courage de l'amener à l'hôpital. Mais je ne sais quel parent a aujourd'hui encore le courage de se pointer dans un hôpital s'il n'a qu'un billet de 10 000 francs dans la poche. Par le passé, l'enfant a été déjà malade, tu es allé, on t'a prescrit des médicaments et quand tu as utilisé, ça a marché. Pour ce fait, là, l'enfant tombe encore malade et que tu vas toi-même acheter les médicaments, les mêmes qu'on t'a déjà prescrits par le passé. C'est depuis la base que nous sommes éduqués à nous auto-traiter. C'est difficile à chaque fois quand l'enfant présente un signe de toux, il faut aller à l'hôpital payer 10 000. Ça fatigue et on n'a pas l'argent. Or, même pour de petits maux a priori, se soigner seul peut présenter un danger. L'automédication peut également entraîner un retard au diagnostic d'une maladie potentiellement grave. Vous ne le savez sans doute pas, mais le paracétamol, qui est un médicament très commun et très banal, est le médicament le plus incriminé dans les intoxications médicamenteuses. La prise de médicaments est en effet loin d'être un geste anodin. Il faut savoir que tout médicament peut exposer à des risques, surtout lorsqu'il est mal utilisé. La prescription de médicaments par un professionnel de la santé est strictement individuelle et dépend de plusieurs facteurs laissés au seul jugement du prescripteur. Et cette prescription est très dynamique, c'est-à-dire le médicament A prescrit au patient X à l'instant T peut ne plus être le plus adapté pour ce même patient à l'instant T plus 1. Le risque le plus grave reste le risque de surdosage du médicament qui peut entraîner une intoxication médicamenteuse pouvant être fatale. Si pour certains, l'automédication permet de se soulager et d'anticiper l'aggravation de mal, se soigner seul demeure une pratique dangereuse avec des conséquences parfois incontrôlables.
On reste dans le domaine de la santé pour parler cette fois de la césarienne. La césarienne est une intervention chirurgicale à double tranchant. Elle est pratiquée de plus en plus dans les formations sanitaires. C'est une option d'accouchement qui permet de sauvegarder la vie de la mère et celle du bébé. Mais parfois, elle peut être aussi source de complications pour la parturiente. Quelles sont les raisons qui motivent un accouchement par césarienne et à quoi s'expose la mère et l'enfant? Les précisions dans ce reportage de Christian Devouchi, Immaculée Rondete et Ulvaïus Balogun. Ce type d'accouchement est souvent pratiqué lorsque le bébé ne peut pas sortir par voie vaginale. La césarienne est une opération chirurgicale qui consiste à couper le ventre et l'utérus de la mère pour en sortir le bébé. Planifiée ou non, cette méthode d'accouchement est diversement appréciée. Accoucher par la voie basse, c'est une manière de connaître la difficulté d'avoir un enfant. Opération césarienne maintenant, tu ne peux pas faire quelque chose, il faut quelqu'un à côté de toi. Si tu n'as pas quelqu'un qui peut rester à côté de toi pour te faire tout. Si on a le choix, franchement, moi je pense qu'il faut accoucher par voie basse. Maintenant, si les gens font l'option d'accoucher par césarienne, je respecte aussi. Maintenant, après, la césarienne peut s'imposer à certaines personnes, soit pour sauver leur vie ou sauver la vie de leur bébé. Le recours à la césarienne est souvent motivé par des raisons médicales bien précises. Nous avons les causes liées à la maman, les causes liées au bébé et les causes liées à l'œuf même. Lorsque la maman a une hypertension artérielle, souvent on les met sous traitement. Soit la maman a une autre pathologie comme des causes cardiaques, le cancer du col, on va une césarienne. Ça, c'est les causes liées à la maman. Les causes liées au bébé, nous avons un bébé qui est trop gros. Les bébés macrosome, le bébé peut peser 4 kg ou 5 kg. Quand on observe le rythme cardiaque du bébé, sur notre appareil, nous constatons qu'il y a une arythmie ou soit une bradycardie. Ça, c'est le cœur du bébé qui montre que ça ne bat pas bien comme il le faut. On s'en va du césarienne. S'il est vrai que la majorité des césariennes se déroulent bien, il est conseillé d'observer certaines règles essentielles pour éviter des complications. Au cours de la consultation prénatale, il faudra que la patiente puisse se rendre régulièrement, observer bien ses rendez-vous par rapport à la consultation prénatale. Ce n'est pas des femmes qui vont rester à la maison et puis c'est 5 mois après on commence des consultations prénatales. Ce n'est pas normal. Il faut que la consultation prénatale soit bien suivie. Et lorsque le travail commence, je crois que le personnel qualifié qui est là doit pouvoir bien examiner la patiente, suivre les critères, l'évolution des choses. Selon les spécialistes, il est recommandé d'attendre au moins 2 ans avant de contracter une nouvelle grossesse. Il y a des gens qui font jusqu'à 4 césariennes, on ouvre, il n'y a pas de problème. Après un accouchement par césarienne, les médecins préconisent de bouger. Cela permet de récupérer plus facilement et de prévenir les complications. Êtes-vous capable de passer une journée, voire quelques heures, sans votre téléphone portable? Difficile, n'est-ce pas? Et pourtant, s'en passer ferait du bien à la santé. L'usage de cet appareil électronique de télécommunication est aujourd'hui quasi permanent et est devenu nuisible aux relations sociales, diminuant ainsi la qualité des interactions et l'empathie entre personnes. Dans le reportage à suivre, Lucrèce Amoussoui et Amandine Anyambosso s'interrogent sur le rapport que nous entretenons avec ces appareils. Rares sont les personnes qui peuvent aujourd'hui imaginer leur vie sans téléphone portable. Cet appareil a révolutionné les communications et rendu le monde si petit que l'on a peur de se retrouver un jour sans un téléphone. Sans me déplacer avec le téléphone, je peux régler beaucoup de choses. C'est devenu une habitude, quoi. Et puis, tout se passe autour du téléphone maintenant. On est habitué, je pense pas. Je peux passer une journée sans mon téléphone portable. Si ça peut être dans les week-ends. Déjà à 4 heures quand je me lève, la première chose que je fais, c'est mon téléphone, je prends. Parce qu'il y a des données sur ça. 24 heures sur 24, je suis toujours dans mon téléphone. Je vais passer une journée sans téléphone. Il y a des moments où l'homme a besoin d'être calme, quoi.
de se reposer et méditer sur la vie, voir comment analyser sa vie, quoi. Le téléphone portable est aujourd'hui devenu une seconde main droite. Agenda, calendrier, boussole mini-ordinateur, entremetteur social. Pour les réseaux de téléphonie mobile, une journée sans téléphone portable est un énorme manque à gagner. Lorsque nous allons tous éteindre nos téléphones portables, ils perdront plus de 500 millions de francs CFA par jour. Ils ont beaucoup de contrats avec diverses structures et dès que les consommateurs ne communiquent plus, eh bien, ces systèmes entrent dans un attentisme par rapport aux résultats que cela devrait pouvoir générer à tous les partenaires. Pour les associations de consommateurs, boycotter le téléphone portable pendant une journée peut aider à se faire entendre. La plupart aujourd'hui ont des actions cotées en bourse. Et donc, lorsque vous avez un service qui est boycotté comme ça, c'est que la valeur des actions peut chuter. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bien pour les finances de votre entreprise. Et c'est d'ailleurs se basant sur ces effets, ces impacts-là, que le consommateur devrait utiliser le boycott, abandonner son téléphone, ne serait-ce que pour une journée, pour montrer aux opérateurs que le vrai patron, c'est le consommateur et non pas les fournisseurs. Je pense que c'est très important par moment de faire une pause, de laisser son téléphone portable tomber et de renouer avec la convivialité humaine, la chaleur humaine. Si l'utilisation du téléphone portable est indispensable, son usage devrait être modéré afin de préserver sa santé et renforcer les liens sociaux. Ce sera tout pour le mini-journal. Ne zappez surtout pas. Week Eco se poursuit avec Ulvaïs Balogun. Et dans la suite logique de cette émission, vient à présent le tour de la revue de presse économique. Fidèles amis de la revue de presse sur Week Eco, salut. Les activités pédagogiques entrant dans le cadre des classes culturelles ont été lancées. La Nation titre « Les classes culturelles s'ouvrent enfin ». D'après le journal, parti pour une prévision de 300 apprenants pour les 4 ateliers retenus. À l'arrivée, c'est plus de 800 inscrits enregistrés pour le seul compte du CEG Bégamin de Cotonou. Le projet suscite engouement et admiration, constate le potentiel qui révèle que 89 établissements ont officiellement démarré les activités liées à ce programme. Le Matin parle alors d'un pari gagné pour le gouvernement car le projet est le socle pour la création d'une industrie culturelle au service de l'économie béninoise. Là où le Bénin pose également les bases pour asseoir une économie forte, c'est dans le secteur du numérique. La Nation, parlant des projections dans le dit secteur, affirme que de grands impacts sont annoncés. 2023 sera marqué par de grands projets et ambitions numériques d'initiatives aussi bien publiques, privées que coopératives. Au nombre de ces initiatives figure la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle, l'émergence de la 5G, la poursuite du déploiement des e-services. Et pour donner le là, 4 e-services sont désormais disponibles sur le portail national e-services dans le secteur de l'industrie et du commerce, révèle l'économiste. Matin libre de renchérir plusieurs services dématérialisés, entre autres la demande d'autorisation d'installation industrielle, l'agrément d'importation, de stockage et de distribution des produits pétroliers et de leurs dérivés, l'autorisation de renouvellement de succursales et la demande d'attestation tenant lieu de carte d'importateur.
Dans la même dynamique d'une économie forte et résiliente, les réformes dans le secteur énergétique s'accentuent. L'autre quotidien observe que le gouvernement a désigné la société béninoise de production d'électricité SBPE comme principal acheteur en gros de l'électricité. La nation d'ajouter la SBPE pour assurer le mix énergétique à travers une meilleure offre de production, une meilleure gestion de l'empreinte carbone et la garantie des tarifs attrayants aux distributeurs. Pour ce faire, le gouvernement prévoit la mise en place d'une zone économique spéciale dédiée à l'énergie solaire à Toribo-Sito. C'est l'économiste qui fournit l'information. Nord-Sud quotidien de renchérir. Énergie solaire, une zone économique spéciale en création à Toribo-Sito. Ce sera donc tout pour l'actualité économique parue dans les quotidiens cette semaine. Restez en place, les échanges se poursuivent sur Wikeko. Et oui, les échanges se poursuivent ici en plateau avec le Bénin qui a fait un bond remarquable dans le classement 2022 de Transparency International à travers son indice de perception de la corruption. Le pays pointe désormais à la 8e place et intègre ainsi le top 10 du continent. C'est le décryptage. En plateau pour ce décryptage avec moi ce matin, Yedafou Koutiema, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. À côté de Yedafou, Koshimo Mwadi. Koshimo, bonjour. Bonjour. Alors, chers confrères, vous avez suivi cette actualité liée au bond que le Bénin a réalisé, notamment dans le classement de Transparency International. À votre avis, Koshimo, est-ce un bond mérité? Oui, je pense que pour tout ce qui a été mis en place depuis quelques années. Vous allez également constater que le résultat du Bénin au niveau donc, de l'indice de perception de la corruption a quand même évolué. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis quelques années pour permettre donc l'amélioration de ce classement-là au niveau du Bénin. On va y revenir certainement, mais je pense que c'est un bond qui est quand même mérité. Oui, je ne dirais pas le contraire de Koshimo. Ça reflète la perception que les Béninois ont de plus en plus de la corruption au Bénin. Ça reflète ce que les Béninois pensent de la corruption au Bénin. C'est dû sans doute à un certain nombre de choses, et surtout à beaucoup de réformes. Ouais. Et sans doute sur lesquelles on va revenir. Voilà. Alors, on est passé quand même de 42 points en 2000, de 42 points sur 100 en 2021 à 43 points sur 100 en 2022. Cela nous fait juste un point de gagné. N'est-ce pas insignifiant, un point de gagné? Je ne crois pas que ce soit insignifiant. Ouais. On parle d'indice. Oui. Et en matière d'indice, un point, c'est beaucoup de choses à la fois. Ouais. Et malheureusement, moi, j'ai essayé de voir quels sont les paramètres pris en compte, mais je n'ai pas pu avoir ces types de détails. Et je n'ai pas eu ces détails. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses. Et quand vous interrogez déjà la population, vous sentez que il y a quelque chose qui se passe au Bénin. En matière de corruption, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a beaucoup de réformes quand même qui non seulement éloignent les gens de la corruption. Maintenant, si vous êtes tenté, il y a quand même des dispositifs qui sont mis en place pour vous décourager. Koshimo, parlons justement de ces réformes-là qui ont été implémentées. Oui, déjà, je pense qu'un point, ce n'est pas insignifiant en termes d'indice. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de réformes. Déjà, aujourd'hui, lorsque vous questionnez les Béninois, et c'est d'ailleurs ça le processus de l'indice, c'est-à-dire on questionne les populations sur une échelle donnée. Qu'est-ce que vous pensez de la lutte contre la corruption dans votre pays? Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de réformes. Déjà, on a eu la fameuse criette qui forcément a fait couler beaucoup d'encre et de salive au début. Qui continue d'en faire aussi. Mais les choses se sont quand même améliorées, surtout dans le fonctionnement avec le double degré de juridiction et tout. Aujourd'hui, la peur de la criette a réglé beaucoup de choses en termes de lutte contre la corruption.
Même dans la blague, dans la rue, quand vous posez un acte qui tente vers la corruption, vous dites, ah ouais, il y a la criette qui est là. Donc, déjà ça a réglé beaucoup de problèmes. Au niveau donc également de la police, il faut le dire clairement, la police, il y a quelques années, qui a eu à ce niveau-là, parce que quand on parle de corruption au Bénin, on sait que c'était les poches. Donc aujourd'hui, le conducteur de taxi, il peut faire 10 à 20 km, il n'a pas de tracasserie, il n'a pas à glisser forcément quelque chose. Donc, lui, quand vous lui demandez, il va vous dire non, mais lui, il est tranquille, il n'y a plus de corruption, il va vous dire ça. Il y a quelques années, sur 10 km, c'est peut-être 2-3 postes de police. Donc, je pense que, il y a aussi la digitalisation, majeure réforme, qui a réglé beaucoup de choses. Le citoyen, pour faire certaines démarches, certaines pièces dans l'administration, il n'a plus forcément besoin d'aller en contact des agents de l'administration, parce que c'était ça aussi qui causait problème. Il n'a plus besoin d'aller se mettre dans un long rang et être tenté de corrompre c'est pas celui qui est au guichet pour pouvoir vite avoir sa pièce. Voilà, donc la digitalisation, réforme majeure qu'il faut mettre vraiment dans le dispositif de lutte contre la corruption. Alors on parle digitalisation qui réduit ainsi les contacts entre les citoyens, mais on parle également de la criette, comme l'a dit Koshimo, criette qui est désormais un instrument majeur de dissuasion. Oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais qu'il y a quand même des dispositifs qui sont mis en place pour faire peur. Il y a également des réformes. Et comme il l'a dit, il y a beaucoup de réformes et surtout la digitalisation. Aujourd'hui, vous allez remarquer que pour avoir sa carte d'identité, ce n'est plus comme par le passé. Par le passé, il y a des gens qui font 2, 3, 4, 6 mois et qui n'arrivent pas à avoir, simplement parce qu'ils n'ont pas pu glisser à un moment donné. Aujourd'hui, vous arrivez au stade carte d'identité, vous finalisez, c'est une semaine, jour pour jour. Moi, la dernière fois, j'ai rencontré des gens qui étaient fiers, contents. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient obtenir la carte d'identité aussi facilement et en un temps record ici au Bénin. Et c'est à saluer. C'est à saluer, c'est fantastique. Quand les gens le disent et l'émotion qui accompagne ce qu'ils disent, vous sentez que il y a quelque chose qui a changé. Et la digitalisation, au-delà même de ces pièces administratives, il y a des choses. Vous n'êtes plus, même au niveau de la douane, vous n'êtes plus forcément en contact avec des agents. Et lorsque on réduit le contact avec l'agent, forcément, on limite toute tentative de corruption dans le système. Et maintenant, il y a une chose, la corruption, c'est aussi culturel. Oui, tout à fait. C'est aussi culturel et il y a aussi le fait politique. Donc, pour mieux comprendre ou pour mieux analyser la corruption, il faut regarder du côté culturel. Aujourd'hui, certes, vous allez constater que on est que à 43 points. Cela explique un peu peut-être le fait culturel, parce que le fait culturel est là et encore têtu. Si on vous nomme quelque part, automatiquement derrière, on dit mais c'est un parent, il doit pouvoir favoriser tout X ou Y. Voilà. Et ça, quand on ne l'a pas, on vous prend mal et c'est un facteur culturel très pesant aujourd'hui. Autrement dit, on aura du mal à lutter contre ce facteur-là? Non, on en viendra à bout un jour, mais pas tout de suite. Et la corruption même, je ne sais pas si on peut avoir un jour corruption zéro dans un pays. Parce que même les pays les plus développés, on parle de corruption. Même les pays qui sont en tête de ce classement, on parle toujours de corruption. Il n'y a pas de corruption zéro. Et puis il y a le fait politique aussi. Et vous allez constater aussi, ici au Bénin, la dernière fois, j'étais en train de faire une collecte de données pour une étude. Et dans une localité, les gens me disaient, écoutez, nous on ne savait pas que on pouvait réaliser des choses. En tout cas, les gens m'ont dit, premièrement, on a constaté qu'il n'y a plus d'éléphants blancs. C'est un premier constat. Quand on annonce, on démarre, c'est qu'on voit quand même l'aboutissement. Quand la population commence par te dire, nous avons remarqué qu'en tout cas chez nous, nous ne notons plus d'éléphants blancs sur telle période à telle période, c'est que or, nous savons tous l'origine des éléphants blancs. Tout à fait. Voilà. Il faut graisser les pattes, il faut graisser les 10%. Voilà. Et mieux, les gens sont allés jusqu'à dire, nous avons constaté que la qualité des réalisations actuellement semble meilleure
à ce qu'on nous livrait par le passé. Et tout ça, quand on les agence, on sent que quelque chose a bougé. Et la criette, aujourd'hui, quand vous, même dans les blagues, on vous dit, écoutez, il y a, donc même si les gens traitent ça d'épouvantail, c'est quand même un épouvantail nécessaire à notre société. C'est une grosse épée de Damoclès sur notre tête quand vous posez des actes. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a l'installation de la Cour des comptes. Là, ça vient même contrôler un peu le politique dans ses actions. Les dépenses publiques et autres. Il y a également cette cellule d'analyse du traitement que le Conseil des ministres... Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Non, en plus de ça, aussi au Haut Commissariat, je pense qu'il y a la cellule d'analyse et de traitement. Oui. Voilà, des plaintes, avec des numéros verts et tout ça. Et qui donne la possibilité aux citoyens de pouvoir dénoncer quand ils sont victimes. Donc c'est autant de choses quand même qui favorisent une certaine transparence et qui améliorent. Et puis vous l'avez évoqué, ce rançonnement qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Ça n'existe pas. Vous prenez la route de Cotonou à Malanville ou de Cotonou à Porga, il n'y a pratiquement plus de barrières sur les routes. Il y a peut-être des postes de sécurité, mais on ne vous arrête plus pour dire, bon, non, c'est fini ça. En tout cas, sur les axes au Bénin, et les gens le reconnaissent dans la sous-région, ça là au moins, ils disent que c'est le seul pays en Afrique de l'Ouest où vous pouvez circuler librement. Tout à fait. Et je le confirme aussi, pour avoir eu l'occasion de voyager par bus jusqu'au Burkina, j'ai pu le constater également. Et il y a, on a remarqué ces derniers jours l'autorité de régulation des marchés publics qui également, dans cette dynamique de lutte contre la corruption, n'a pas cessé d'interpeller les personnes responsables des marchés publics. Oui, je pense qu'il y a également cet aspect-là et on n'était vraiment pas habitué à ça. Je crois que cet organe est très, très actif depuis quelques années déjà, ou enfin quelques mois peut-être. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, j'ai discuté avec beaucoup qui sont dans le secteur qui il vaut même faire une reconversion parce que aujourd'hui vous êtes suivi à la lettre. Oui, vous êtes suivi à la lettre et lorsque vous lisez les décisions, c'est tellement bien traité, vous sentez qu'il y a eu du travail toutes les parties sont entendues et la moindre erreur suffit pour qu'on vous sanctionne. Donc je pense qu'il y a ça aussi parce que les marchés publics, c'est aussi une poche, une grosse poche de corruption. Donc je crois que le travail que l'autorité fait à ce niveau va également permettre de discipliner les gens. Et de l'autre côté, il faut également le dire, les numéros verts, c'est tellement important parce qu'aujourd'hui, le citoyen sait que il a ce moyen-là, c'est une arme pour lui aujourd'hui lorsqu'il est devant un agent public qui tente de le corrompre. Simplement, il appelle un numéro vert. Et maintenant, après, il faut que ce citoyen aussi soit d'abord à jour. Parce qu'il faut également éduquer les citoyens à ça. Il faut être véritablement à jour. Et lorsque vous êtes à jour, vous avez de la facilité à dénoncer. Parce que quand le citoyen n'est pas à jour, c'est là où lui-même, il est même tenté de corrompre. De glisser. Voilà. Donc, je pense que c'est autant de choses qui justifient ce bond que le Bénin a fait. Oui, justement, comme il l'a dit, sur la cellule de compte. Oui, vous savez, aujourd'hui, on ne lance plus les commandes n'importe comment. D'abord, vous annoncez en début d'année, donc en début d'exercice, qu'au cours de l'année, vous allez lancer tel nombre de commandes et vous spécifiez les commandes. Vous allez constater que par le passé, les gens avaient la facilité de saucissonner les marchés publics pour se retrouver en dessous, juste en dessous du seuil où il faut forcément faire recours. Aujourd'hui, on laisse les trucs en bloc et véritablement ceux qui ont des surfaces financières seuls sont qualifiés pour soumissionner. C'est vrai que ça pose un autre problème pour l'économie, mais ça a eu le mérite de régler beaucoup de problèmes de corruption. Beaucoup de problèmes de corruption, parce que si c'est un marché de milliards et que tu ne disposes pas de milliards, tu ne vas pas t'aventurer. Et vous voyez, par le passé, on voit, pour un immeuble, on passe quand même 5, 6, 7 ou 8 marchés, on dit rideau à part, alors que c'est un architecte, c'est un ensemble, et c'est plusieurs entreprises, et même pendant que vous n'avez même pas
on n'a pas atteint votre niveau, on vous a déjà en début débloqué des fonds. Et au moment où vous allez prester, peut-être que vous avez dépensé tout et puis vous n'avez pas les moyens. Ce qui justifiait allègrement les éléphants blancs. Par rapport au siège de la santé. Bien sûr. Absolument. Ouais, aujourd'hui, on a pu voir un marché saucissonné. Voilà. Avec, aujourd'hui, vous n'avez plus ces saucissonnements et ça gêne beaucoup. Parce que c'est vrai, ça a aidé beaucoup de gens qui gagnaient facilement de petits marchés. Mais aujourd'hui, non. On laisse ça en gros. On passe le marché et quitte à celui qui a pris le marché maintenant de sous-traiter. Comme ça, c'est sous sa responsabilité que vous prestez. Et on sait qui est attrapé en cas de mal-donne. Voilà. Et puis cette possibilité, Koshimo l'évoquait, le numéro vert qu'on a donné, la possibilité qu'on a donnée aux citoyens aujourd'hui de pouvoir dénoncer des tentatives de corruption, est-ce que cela n'apparaît pas également, n'est-ce pas, un couteau à double tranchant? Il n'y a pas de risque que ce numéro vert devienne un numéro de règlement de compte aussi? Oui, il faut le dire. C'est pareil pour... c'est pas l'organe qui a été installé à la présidence pour s'occuper. Voilà, c'est pareil parce que c'est très facile pour un citoyen parce que il a des antécédents avec un agent. Mais je pense que le travail va se faire au niveau donc de la cellule qui ne va pas prendre toutes les dénonciations à la lettre. Il faut investiguer, écouter les gens et le travail va pouvoir se faire. Je crois que là, il n'y a pas trop de risques. Il n'y a pas trop de risques parce qu'on vous demande des preuves. Ce n'est pas que vous avez envie de dénoncer, vous dénoncez et puis on se met à la trousse de quelqu'un. Mais si j'appelle et que je dis que je suis venu pour un service et que vous avez demandé que je vous glisse 1000 francs ou 2000 francs. Oui, quel type de service? Au téléphone, je ne peux pas apporter mais les gens vous parlent, ils vous posent tellement de questions que il y a tellement de détails qu'on vous demande que si vous mentez, on le sent automatiquement. Ouais. Et vous serez même obligé de laisser dire, on laisse coup. Maintenant, si vous avez des preuves, déjà le ton, ce que vous dites, et comme Koshimo l'a dit, si vous-même vous n'êtes pas à jour, vous allez vous dire, je vais glisser. C'est surtout ça qui était à l'origine des problèmes de carte d'identité et autres à l'époque. Aujourd'hui, un problème a été réglé, c'est le problème des souches. Et aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus de contact avec les gens de l'administration. Donc, tous ceux qui sont à jour, donc ils ont fait RAVIP, ils ont leur carte. Facilement, ils obtiennent. D'abord, l'acte de naissance sécurisé. L'acte de naissance, même avant aujourd'hui, avant d'obtenir l'acte de naissance, c'est le certificat FID d'abord. Oui, avec le numéro personnel d'identification. C'est d'abord ça, et c'est avec ça que vous faites tout ce qui reste. Ça fait que dès que vous avez ce certificat FID, c'est que vous êtes à jour. Vous pouvez obtenir facilement tous les autres documents. Mais si vous n'avez pas ça, c'est un problème. Or, par le passé, le monsieur n'a pas. C'est un parent qui est là, il dit, essayez quand même de me faire quelque chose. Et puis ça commence par créer des problèmes. Aujourd'hui, on a éliminé tout. Donc, c'est aussi pour dire quoi? Quand il y a un problème, essayons d'abord de régler ce problème avant de mettre les garde-fous. Comme c'est le cas pour le registre d'état civil aujourd'hui au Bénin. Alors, peut-on dire à l'heure actuelle que les causes profondes de la corruption aujourd'hui sont attaquées par les réformes qui ont été mises en place? Oui, je pense que la réponse est fondamentalement oui. Parce que, avec tout ce qu'on a énuméré tout à l'heure, les poches, c'était l'administration. Excusez de le dire comme ça, la police, oui, on sait. La douane, c'était les grosses poches. Mais il y a eu des réformes. Manassé l'a dit tout à l'heure. Au niveau de la douane, on a réduit le contact. Au niveau de la police, on a réduit le contact. Au niveau de l'administration, aujourd'hui, vous pouvez faire votre carte d'identité en ligne en quelques minutes même dans votre chambre. Voilà, donc rendez-vous, vous allez juste donc on limite le contact. Maintenant, il y a le facteur culturel dont il a parlé également, et le président en a parlé lors d'une tournée où il a dit en fond, quand le grand frère vient,
Et aujourd'hui, on vient, bon, il n'a rien, de ne pas croire que, voilà, il ne le fait pas, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de facilité. Voilà. Donc, il y a le facteur culturel. Je pense que sur ce facteur, il faut sensibiliser, il faut sensibiliser les populations pour qu'ils savent que, bon, chez un parent, quelque part, ne signifie pas que... pas forcément en retour. En retour, voilà. Donc, je pense que les sources sont attaquées. C'est vrai qu'il y a également la politique, le secteur politique aussi qui est là, qui est un peu complexe et tout. Mais je pense que les autres sources sont attaquées aujourd'hui et progressivement, on espère que on va y arriver. Effectivement, déjà la digitalisation presque dans tous les secteurs. Hein. Vous allez aux impôts aujourd'hui, tout est presque digitalisé. La douane, même pour faire des opérations au port, même pour créer votre entreprise, tout est digitalisé presque. Donc à partir de ce moment, le contact est limité. Or, c'est le contact qui est le premier facteur. Puisqu'il y a de moins en moins de contacts. Avec tout ça, est-ce que vous pensez qu'il reste encore quelque chose à faire pour peut-être un jour que le Bénin arrive à être premier dans un classement de ce genre-là? Oui, vous savez, on vient de commencer. Et l'histoire de la corruption est aussi sociologique aussi. Ça date de Mathusalem, comme dirait l'autre. Hein. C'est aussi la corruption, elle est vieille comme le monde. C'est un chemin de longue haleine. C'est un parcours. Et ce parcours sera amélioré au fur et à mesure. Et je crois que c'est cela aussi qui explique un peu cette façon de prendre des lois quelques mois ou quelques années après, de revenir, de les corriger, parce que à l'application, on se rend compte que ça n'a pas réglé tous les problèmes et il fallait revenir pour mettre d'autres garde-fous, ainsi de suite. Donc, ce que ces d'aucuns ont appelé instabilité juridique et tout, relève un peu de ce processus pour, je ne vais pas dire éliminer, mais réduire sensiblement la corruption qui gangrène notre société. Ça, là, il ne faut pas se le cacher. Koshimo? Oui, je pense qu'on va y arriver. Et là, actuellement, il faut aller au fond, c'est-à-dire... parce que ça continue quand même. Il y a des mesures, mais les gens continuent quand même. Les gens essaient toujours de contourner. Voilà, donc dans l'ascension, je pense que c'est le prochain chantier doit être dans l'ascension. C'est vrai que la criette y va avec une main très forte, mais peut-être que ça ne suffit pas encore. Et il y a un aspect... Peut-être qu'il faut peut-être aussi aller à l'école désormais, peut-être nous apprendre, revenir au civisme. Voilà, exactement. Et commencer par le bas âge. Le citoyen, dès le bas âge déjà, doit savoir qu'il y a telle chose qu'il ne faut pas faire. Il y a un aspect qu'on a oublié, la CENTIF aujourd'hui qui fait également un gros travail parce que aujourd'hui, lorsque votre compte à la banque, il y a des mouvements un peu bizarres. Un peu suspects, automatiquement. Moi, j'ai connu des cas où, tranquille, les garçons allaient à la banque, mais bon, on les a appelés, on les a interpellés pour poser des questions. Parce qu'avec... l'affaire ICC, les banques sont également disciplinées aujourd'hui. Lorsque votre compte, il y a des trucs bizarres, c'est à la banque d'alerter. On alerte et puis on essaie de voir pourquoi. Donc, il y a toutes ces mesures-là qui ont participé à améliorer cette perception de la corruption. Espérons que ces mesures continuent d'améliorer, d'assainir le secteur pour qu'au Bénin, la corruption, au-delà de ne pas être totalement éradiquée, tout au moins qu'on réduise drastiquement les poches de corruption. Merci à vous, chers confrères. Yedafou Manassé Couture, Koshimo Ouadji, merci d'être passé sur ce plateau. On installe à présent le dossier de la semaine. La mobilité des véhicules poids lourds dans la ville de Cotonou et ses environs est régie par un décret fixant leur horaire de circulation. Malheureusement, ces horaires ne sont pas respectés. Constat à travers ce reportage. Dans un arrêté préfectoral en date du 18 mai 2021, le préfet du littoral a défini les nouveaux horaires de circulation des camions poids lourds et assimilés à Cotonou. Cette décision n'est pas respectée par tous les conducteurs des 10 véhicules, en témoignent certains citoyens béninois. Il y a des moments, on a l'impression que oui, ils le respectent, et puis il y a des moments, on les voit défiler,
on se demande s'il y a vraiment une réglementation. Et quand vous regardez la tête des conducteurs, généralement c'est des enfants qui narguent, ils dominent. Pour les acteurs du secteur, les responsabilités sont partagées. Les camions doivent garer à 6h30 et redémarrer à 8h30 d'habitude. Il y a des camions qui circulent dans cette heure-là. Il y a vu mes chauffeurs là le soir, mais de là de même, et de là c'est table bien. Quand on a et de là bien. Chauffeur de pas vous donner mais bah il là non c'est tout noir, il balancer à Zogben dit et on kaka fiolo dit bon Zogben quand ta rouge mais quand on point rouge ah directement mais pas bon bulle feu pour dit et donc et tout non la bien mais on appelle pour ouais. Quand bien même l'arrêté autorise exceptionnellement la circulation à certains véhicules poids lourds aux heures de pointe, tels que les camions citernes chargés d'approvisionner le port et l'aéroport en hydrocarbures, et ce, sur des itinéraires bien définis, il est nécessaire qu'un suivi rigoureux soit fait pour limiter les cas d'accidents liés aux camions poids lourds au Bénin en général et à Cotonou en particulier. Je crois que chaque domaine a un syndicat ou un groupe de réflexion. Bon, l'État peut leur demander de mettre un peu d'ordre dans leur domaine. Mais nous connaissons et si c'est pour dire à l'État ou à la police en place de vérifier, nous on est d'accord. Par exemple, nul n'est censé ignorer la loi. Les contrevenants aux prescriptions de l'arrêté s'exposent au retrait temporaire ou définitif de leur permis de conduire et au paiement d'une amende conformément à la législation en vigueur au Bénin. Et voilà, le constat est patent. Et pour en parler ce matin, on reçoit sur ce plateau Éric Dagnonvy. Il est le chef division contrôle routier, éducation et statistique au Centre national de sécurité routière CNSR. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Merci. Et pour m'accompagner dans l'entretien, comme d'habitude, vous le savez, Amandine Anamoussou est en position. Bonjour à vous, Yvaïs Balogun, monsieur Dagnonvy, bonjour. Vous venez de suivre le constat dans le reportage qui vient de passer. Est-ce que vous avez une réaction? Oui, et merci beaucoup pour m'avoir invité pour partager les questions de sécurité avec les conducteurs de la route. Et vous voyez, j'ai suivi un peu et je ne pense pas que les acteurs de la circulation ignorent l'arrêté. Parce que quand vous suivez bien, eux tous savent qu'il y a des heures qui ne doivent pas circuler. Et effectivement, l'arrêté a été pris par le préfet dans la ville de Cotonou et environ, parce que Calavi aussi est dedans. Et dans l'arrêté, on précise que les heures de circulation des véhicules poids lourds, on va revenir par rapport au thème poids lourd. Et ces heures, le matin, c'est de 6h30 à 8h30. C'est clair. Cela veut dire que... 6h à 8h30. Oui, 6h30 à 8h30. Cela veut dire que dans cette période d'heure, les camions ne doivent... Les poids lourds, je ne veux pas dire camions, les poids lourds et assimilés ne doivent pas circuler. Ne doivent pas circuler. Ne doivent pas circuler dans cette période-là. Donc de 6h30 à 8h30. Mais à partir de 8h31... Ils peuvent. Donc cela veut dire que dans cette tranche d'heure, on ne doit pas voir les poids lourds assimilés dans la circulation. C'est fait parce que vous avez vu qu'on a amélioré les horaires dans l'administration. Tout à fait. Donc ces horaires chez nous sont appelés les heures de pointe. Oui. Donc cela permet aux autres véhicules et aux autres motos de circuler librement, de ne pas être empêchés par des véhicules poids lourds assimilés. Ça, c'est les heures de la matinée. De la matinée. Les heures de la soirée
c'est de 17h30 à 20h30. Donc ces heures-là, on ne doit pas voir les poids lourds assimilés dans cette tranche d'horaire-là, dans la circulation. Ils doivent respecter et rester et attendre leur tour après. Et à 21h bien, 20h31, comme tu le dis, pour circuler. Et entre midi et 2, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de problème. Ils peuvent circuler normalement, mais des fois, à midi, les enfants sortent de l'école et autres. Et oui, mais il y a quelques... C'est que cette tranche-là, ils devaient respecter. On l'a pris parce qu'on se dit qu'à midi, tel que vous le dites, il n'y a pas si grand affluence. Donc, ils peuvent circuler parce que ce n'est pas dans la tranche horaire qui leur est interdit, qui leur est imposé. Donc, ces véhicules, on ne doit pas les voir dans la circulation. Maintenant, quand on dit véhicule poids lourd et assimilé, qu'est-ce qu'on met dedans? Et les véhicules poids lourds et assimilés sont des véhicules qui sont affectés au transport de marchandises, d'animaux ou bien de personnes dont le PTCA, c'est-à-dire le poids total, est autorisé en charge est plus de 3,5 tonnes. Plus de 3 tonnes. 3 tonnes. Ces véhicules, c'est ça qu'on classe dans les véhicules poids lourds assimilés. Donc, quand vous prenez les conducteurs, quand ils me suivent, ils savent de quoi je parle, parce que c'est eux qui conduisent. Donc, quelqu'un qui conduit un véhicule doit connaître son poids total autorisé en charge. Donc, ces poids-là, quand ça dépasse les 3,5 tonnes, on les classe dans véhicules poids lourds et assimilés. Donc l'interdiction est faite à ces véhicules-là. Dans ces véhicules, il y a les camions qui transportent les marchandises, on les connaît, qui transportent les conteneurs. Il y a aussi des camions qui transportent les liquides inflammables, tout ça là. Et les camions qui transportent du sable, par exemple? Du sable aussi, voilà, sont classés dans cette catégorie-là. Il y a aussi les bus de transport urbain. Tous ces éléments, tous ces véhicules sont dans cette catégorie. Donc, les véhicules, les bus de transport, urbain, oui, c'est véhicules de transport. Je prends un exemple, les véhicules confort, ATT, tout ça, voilà, tout ça là sont classés, ne doivent pas circuler dans cette tranche horaire là. Alors, et quand on va arriver peut-être à avoir des bus de transport interurbain, Cotonou-Calavi, qui doit prendre les gens qui doivent aller au boulot, par exemple. Ils doivent respecter l'horaire parce qu'il n'y a pas. Dans l'arrêté, il y a des spécificités. On a précisé que les véhicules qui peuvent circuler, qui sont dans leur PTAC, le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 qui peuvent circuler. On a donné l'itinéraire qu'ils doivent prendre. Et c'est quoi cet itinéraire? Oui, les véhicules, c'est ces véhicules-là qui vont approvisionner les stations, par exemple, ou bien qui vont au port ou bien à l'aéroport pour approvisionner. Ça, c'est des cas exceptionnels. Et l'itinéraire est bien précis dans l'arrêté. Donc, si ces véhicules qui sont autorisés, si on ne les voit pas sur l'itinéraire là, on peut les prendre et les verbaliser. Et malgré toutes ces dispositions, on constate qu'il y a des manquements dans la ville de Cotonou. Oui, et je pense que les usagers ont souligné cet état de fait. Et le reste, ça, c'est la sanction, la verbalisation. Et qu'est-ce que, par exemple, le Centre national de sécurité routière Vous allez constater que depuis un moment, nous ne sommes plus sur la route. Oui, absolument, on a constaté. Et non, c'est l'autorité centrale qui a décidé parce qu'on a parlé de tracasserie routière. Et dans cette tracasserie routière, on a emballé tout le monde dans le lot. Nous sommes en train de négocier, d'expliquer la chose pour faire comprendre à l'autorité, quand on dit tracasserie routière, le CNSL ne fait pas partie. Effectivement, nous sortons pour des contrôles inopinés. Et dans ces contrôles-là, c'est pour sécuriser, c'est pour prévenir les accidents de la route. Donc, il faut qu'on revoie l'arrêté là pour pouvoir sortir du lot ceux qui doivent aller réellement contrôler. Mais néanmoins, les forces de l'ordre, parce que dans chaque carrefour, ils sont présents. Donc, c'est eux qui devaient assurer, c'est eux qui devaient contrôler le passage, le respect de ces horaires-là pour pouvoir verbaliser ces possibles. C'est pas ce qui se fait actuellement? Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils le font. Mais dans le reportage, notre collègue a parlé de retrait temporaire ou définitif du permis de conduire. Est-ce que c'est une solution? Oui, c'est une solution, parce que c'est parmi les sanctions. Est-ce que ça règle réellement le problème? Ça devrait régler la question. Parce que quand tu retires un permis, cela veut dire que
on t'empêche d'exercer l'activité. C'est ça le problème. Et je pense qu'on doit plus communiquer parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que de temps en temps, que les agents, parce que nous descendons pour la sensibilisation, ça on le fait, c'est la verbalisation qu'on ne le fait pas, mais la sensibilisation on continue de le faire. Chaque fois que nous descendons, nous allons au contact des conducteurs pour leur expliquer les risques qu'ils courent dans la circulation, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et pourquoi l'État central a décidé ainsi. C'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est par rapport aux heures de pointe. Parce que les heures de pointe, ça coïncide avec ces horaires-là. Donc il faut qu'ils respectent pour ne pas être verbalisés. Ok, on a parlé tout à l'heure des cas exceptionnels. On voit également des camions qui ont des laissez-passer. Qui délivre ces laissez-passer et quels sont les camions qui ont droit à se laisser passer? Ça, c'est une colle. D'abord, je vais vous dire que ce n'est pas le CNSR qui délivre, c'est laissé passer. Donc, par rapport à ce point, et je pense que c'est l'autorité, ça peut être le maire, mais le préfet, qui peut décider. Et dans quel cas on peut avoir un laissez-passer? Je ne maîtrise pas trop, parce qu'il faut s'approcher de l'autorité qui délivre, parce que c'est lui qui maîtrise réellement le pourquoi délivrer ce laissez-passer-là. Mais le CNSR ne le fait pas. Ok, alors comment renforcer alors le suivi sur le terrain pour limiter un peu les dégâts causés par ces dérapages? Non, je pense qu'on doit passer à l'acte. Il faut commencer par réprimer. Parce que le seul langage que nous comprenons tous sur la route, c'est la répression. Quand on va commencer par frapper fort et par relayer l'information, je pense que tous les acteurs de la circulation vont se mettre au pas. Et dans le reportage, tout le monde a pu justifier la chose. Tout le monde a dit qu'il y a des horaires. Donc, on le sait. Et pourquoi ne pas l'appliquer? Cela veut dire qu'ils se disent que même si je le fais, il n'y a pas de sanction. Mais il va falloir qu'on revienne sur la sanction et qu'on autorise les structures qui peuvent le faire à appuyer les forces de l'ordre à le faire. Je pense que ça va réduire un peu la chose. Alors, on a parlé tantôt des heures où ces véhicules poids lourds ne doivent pas circuler. 6h30, 8h30. Alors, quand le véhicule a démarré peut-être à 5h et que 6h30 le surprend sur la voie, qu'est-ce qu'il fait? Et je pense qu'il y a des aides de stationnement dans la ville, il y a des packs de regroupement. Et ces conducteurs doivent maîtriser ces packs de regroupement-là. Et supposons qu'il a démarré et il sait que pendant cette période-là, il va dépasser Cotonou, Atlantique et aller pour ne pas tomber dans l'infraction. Et il s'est fait rattraper par l'horaire, il doit stationner. Mais pas garer anarchiquement, parce que ce problème-là existe. Voilà. Parce que c'est pas partout. C'est pas partout sur la voie qu'on peut garer. Non, c'est autorisé, c'est réglementé. Donc, il doit aller garer sur un pack de regroupement pour attendre que l'horaire fixé pour ne pas circuler passe pour pouvoir démarrer. Parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui garent au bord de la voie, ça, ils tombent dans une haute tension qui est stationnement, oui, effectivement, qui est stationnement anarchique. Or, c'est interdit aussi, parce que sur la route, la voie est tracée pour la libre circulation. Il ne doit pas avoir un obstacle sur la voie pour pouvoir entraîner un accident, quelque que ce soit. Donc, chaque conducteur, ils savent qu'on ne doit pas garer anarchiquement sur la route. Il doit tout faire pour chercher l'endroit qu'il faut pour aller garer. Sinon, s'il le fait, je pense que les forces de l'ordre seront derrière eux pour les réprimander. Mais là, il faut une sensibilisation. On le fait. Parce que ce qu'on vit en circulation, il faut vivre ça pour pouvoir en parler. Oui, effectivement, il y a des camions qui garent et quand vous venez les voir, les gens disent qu'ils sont en panne, ils stimulent ils parlent, ils disent quelque chose pour pouvoir empêcher là. Donc, je pense qu'on doit creuser. On doit creuser parce que laisser faire, nous allons toujours parler des accidents de la route. On ne doit pas laisser faire. Je pense qu'il y a un système qu'on doit mettre en place pour pouvoir enlever ces camions, ces véhicules qui laissent des véhicules là pendant des heures, pendant des jours, voire
pour dire qu'ils sont en train de réparer leur Parfois, véhicule. c'est au beau milieu de la voie qu'on répare même le véhicule poids lourd. Ce qui est interdit. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'on doit réformer dans l'administration. Et le CNSR ont réfléchi par rapport à la chose. Ce n'est pas pour dire que nous sommes lents. Non. La réflexion n'est pas lente. L'État central doit nous accompagner dans la réflexion et doit prendre les lois, des arrêtés pour pouvoir réprimander régulièrement ces cas de choses. Et par rapport à la délivrance des permis des poids lourds, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un peu? Oui, et je dois préciser que ces véhicules poids lourds et assimilés, la catégorie de permis qui est appropriée, que le conducteur doit avoir avant de se mettre au volant, c'est la catégorie C et D. C, c'est pour les marchandises, les trucs là, et D pour les transports en commun. Et ils le savent. Des fois, on rencontre des conducteurs qui n'ont pas cette catégorie-là et qui se mettent au volant. C'est au cours des contrôles qu'on observe ces cas de choses. Et quand nous observons, la réponse qu'on donne en même temps, c'est de prendre l'individu, c'est de arrêter le véhicule, de prendre l'individu, de saisir son permis, de le conduire à un poste de police pour la suite. Et on demande au propriétaire du véhicule de trouver un autre conducteur qui a la catégorie qui est conforme au véhicule pour pouvoir circuler. Et derrière, on essaie aussi de punir le propriétaire parce que c'est lui qui a accepté prendre le conducteur qui n'a pas le permis adapté. Donc, ils le savent, mais il y a des gens qui se faufilent et encouragés par les promoteurs de véhicules et ils circulent. Surtout les véhicules dits topa. Ça, quand vous rentrez dans ce corps, il y a plein de choses qui se passent. Ces véhicules, les conducteurs doivent se munir de permis DR, restrictifs. Et ils le savent. Vous allez voir plein parmi eux qui circulent avec le permis de conduire B, ce qui est interdit. L'autre chose également, c'est ces camions ou bien ces poids lourds au volant, c'est les apprentis au volant. Ce qui est des jeunes, vous vous demandez même s'ils ont 18 ans. Et ils vous naguent en circulation. Est-ce que tout ça, ce n'est pas le fruit de l'absence du contrôle routier? Effectivement. Et je le dis, normalement, la police doit prendre ses responsabilités et poursuivre la sanction. Même si le CNSR est absent par rapport à la répression, par rapport au contrôle, c'est la police républicaine. Parce qu'à chaque carrefour, je l'ai dit, on les retrouve. Ils devaient tout faire, ils devaient tout mettre en œuvre pour pouvoir continuer le travail sur le terrain. Voilà, la répression. Je pense qu'en le faisant, on va essayer de diminuer un peu la chose. Je voudrais revenir sur la circulation des véhicules poids lourds. Vous avez parlé tantôt des aires de stationnement. Quand on prend la ville de Cotonou, est-ce qu'il y a des aires de stationnement? Oui, il y a des aires de stationnement de ces camions-là. Parce que peut-être vous allez me dire que ce n'est pas trop. Parce que je sais que quand vous venez, les véhicules qui quittent et les environs de la ville et qui rentrent, qui vont au port, souvent vous les voyez garés au bord de la voie. Mais ces temps-ci, on ne les voit plus. Donc cela veut dire que au niveau du port, il y a un aire de stationnement. Et quand leur tour n'est pas arrivé pour aller décharger ou bien pour aller charger, ils sont pactés sur cette terre-là et attendent leur tour. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. C'était sur la voie qu'on les voyait, ils garent sur la ligne. Donc je pense qu'il y a des aides de stationnement pour ces véhicules-là. Et ces conducteurs le savent bien. C'est ceux qui ne veulent pas respecter qu'on voit sur la voie. Mais je continue dans ma réflexion. Le véhicule poids lourd, il est 6h30 et le véhicule poids lourd se retrouve en circulation loin de cette aire de stationnement, par exemple. Normalement, il stationne ou il continue en espérant atteindre cette aire de stationnement sans être interpellé par... Normalement, on ne devait pas le retrouver en circulation à cette heure-là. Parce que si on le retrouve, soit il est en panne, force majeure, ça peut, quand il est en panne, il ne peut pas se déplacer. Et il doit tout faire pour sécuriser son véhicule. Il doit être là. Pour pouvoir, il doit être là, mettre les triangles de signalisation et lui-même doit être là pour pouvoir faciliter la circulation. Il ne doit pas garer le véhicule et disparaître. Parce que souvent, c'est ça qu'on constate. Ils se disent qu'il a mis les triangles de signalisation pour pouvoir
et rendre visible le véhicule, ce qui est faux. Donc, lui-même doit être présent sur la voie. Si on ne le voit pas, on doit le prendre et le verbaliser. Donc, dans ce cas, on peut le voir. Mais dans les autres cas, on ne doit pas le voir sur la route dans l'heure du truc là. Il doit tout faire pour ne pas démarrer. S'il sait qu'il pourrait être rattrapé, il va surpris, il reste sur l'aire de stationnement, il attend l'horaire qui est prévu pour pouvoir démarrer. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de construire des routes spécialement dédiées aux poids lourds? Oui, je pense qu'on y pense parce qu'il y a des contournements. Quand vous prenez le port, je pense que la route des pêches, c'est un circuit jusqu'à Alada pour pouvoir permettre aux véhicules poids lourds assimilés de prendre librement et laisser la ville aux autres véhicules légers. Ça nous arrangerait mieux. Je pense. Merci beaucoup. Éric Dayonvi, chef division contrôle routier, éducation et statistiques au Centre national de sécurité routière CNSR. Merci d'être passé sur ce plateau. Et ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche que vous pouvez retrouver sur toutes nos différentes plateformes digitales, notamment la page Facebook de Week Echo, la page Facebook de Bénin Business 24 et ainsi que le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.